Alors après la semaine dernière, Florence Aubenas, qui nous a parlé de son expérience de correspondante de guerre ou de grand reporter, nous recevons aujourd'hui, et j'en suis très heureux, Jean-Christophe Ruffin, qui a beaucoup d'activités très différentes, puisqu'il est à la fois médecin, écrivain, qu'il a été ambassadeur, qu'il a été l'un des membres les plus importants de Médecins sans frontières, et qu'il a eu donc d'importantes responsabilités dans beaucoup d'associations. Il est l'auteur d'un certain nombre de romans importants, hein, celui qu'il a fait connaître d'abord, principalement, c'est celui qui s'appelle Rouge Brésil, qui m'avait beaucoup intéressé, puisqu'il parle des colonies françaises au Brésil à la Renaissance, notamment. Et puis le livre qui me semblait s'inscrire dans le champ du cours que nous faisons cette année, c'est celui qui s'appelle Checkpoint. Il s'explique d'ailleurs sur le choix d'un titre en anglais, hein, pour un membre de l'Académie française. Donner un titre en anglais en couverture d'un livre, je ne suis pas certain que Paul-Louis Courrier eût toléré. Mais aujourd'hui, on peut tout faire, on peut tout oser. En tout cas, c'était en pensant d'abord à ce livre que je l'avais invité, puisque ça se passe en Bosnie, dans un milieu d'ONG, et c'est d'une certaine façon un roman de guerre contemporaine. Le propos qu'il voudrait tenir est plus général, et je lui donne tout de suite la parole. Le titre qu'il nous a proposé est donc « Regard médical, regard littéraire, deux processus complémentaires ». Merci encore de votre visite. Merci, cher Antoine Compagnon, et merci à vous tous. Je suis très honoré que, grâce à vous, j'ai l'occasion de m'exprimer ici comme médecin, parce que de tout ce que vous avez bien voulu énumérer de ma carrière, je crois que c'est cette qualité qu'il faut, que je mets toujours en avant lorsque je me fais faire des papiers, un passeport, une carte d'identité, et qu'on me demande ma profession, je dis médecin. Alors, pourquoi? Parce qu'on peut avoir dans la vie beaucoup d'activités différentes, ça a été mon cas. On n'a, je crois, qu'une seule formation. Et la mienne, celle que j'ai acquise à 20 ans, celle qui m'a marqué pour le restant de mes jours, c'est la médecine. Et c'est à partir de cette expérience de médecin qu'effectivement, j'ai été amené par la suite à élargir les choses et à avoir des expériences différentes. Mais quand j'ai choisi ce métier, quand j'ai cru savoir ce que je faisais, c'est-à-dire j'étais très jeune, passé le bac, je n'avais finalement, pour évaluer ce qu'était la médecine, qu'un exemple sous les yeux, qui était celui de mon grand-père. J'avais été élevé une grande partie de mon enfance par mes grands-parents. Mon grand-père était médecin. Et j'avais retenu deux choses de ce que je voyais de cet homme qui était déjà très âgé et qui était médecin, qui se définissait comme ça et dont toute la vie a été marquée par la médecine. C'est que, selon ce que je voyais, cette activité, c'était deux choses. C'était une discipline littéraire et c'était une discipline d'engagement. L'engagement parce que, au cours de deux guerres, déjà, il s'était retrouvé pendant la Première Guerre mondiale au front à couper des bras et des jambes, et pendant la Deuxième Guerre mondiale, déporté à Buchenwald pour des faits de résistance. Et discipline littéraire parce que quand je demandais le sens d'un mot, eh bien, mon grand-père allait chercher le dictionnaire, ne me répondait pas, me lisait la définition, et on sentait qu'à son époque, il avait fallu apprendre le grec, le latin, maîtriser ce qu'on appelait les humanités pour devenir médecin. Donc j'ai choisi ce métier en référence à ces deux dimensions que je pensais trouver
Et on va en reparler. Je ne les ai effectivement pas tout à fait rencontrés quand je suis, moi, arrivé en âge de faire ces études. Je voudrais d'abord m'arrêter sur la dimension littéraire. C'est vrai que la médecine a été pendant des siècles une discipline qui était au fond une branche naturelle des humanités. Rabelais est devenu médecin parce qu'il était, parce que c'était il était cultivé, qu'il maîtrisait les langues anciennes, et au fond, c'était une sorte de sous-branche, on pourrait dire, de la culture à son époque. C'était vrai du temps de Rabelais, mais ça a été vrai pendant beaucoup plus longtemps que ça. Et au fond, c'est quelque chose que je dis, moi, par exemple, à des étudiants, quand je rencontre des étudiants en médecine aujourd'hui, je leur dis, n'imaginez pas que la médecine a toujours été ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire une discipline d'action. Aujourd'hui, il est pratiquement inconcevable d'imaginer une médecine qui ne débouche pas sur un traitement, sur une action, sur une guérison, souvent, ou en tout cas sur quelque chose qui se passe, une opération chirurgicale, des examens complémentaires. Pendant des siècles, la médecine, c'était pas ça du tout. La médecine, n'était pas efficace du tout, du tout. Vous qui êtes intéressé par la littérature, vous trouverez des pages et des pages, et je pense qu'Antoine Compagnon les connaît presque par cœur, sur les descriptions des traitements les plus farfelus qui étaient proposés par les médecins au siècle de Louis XIV et jusqu'au début du XXe siècle. Ma grand-mère, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a fait une phlébite. Et pour éviter qu'elle ne se complique d'une embolie pulmonaire, on l'enveloppait dans des draps mouillés, froids. Vous voyez, c'est pas si vieux. C'est pas si vieux. Bon. C'est-à-dire que la médecine à base de lait d'ânesse, de saignée, de purgation et de fantaisie de ce genre, c'est hier. Voilà. Et pourtant, la médecine existait déjà. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle était absolument inefficace, mais elle existait. Elle existait pourquoi ? Eh bien parce que les médecins disposaient de quelque chose qui finalement très tôt a été utile. C'est non pas la capacité de guérir, mais la capacité de prévoir un peu. C'est au fond, plus que le diagnostic, c'est le pronostic qui faisait le fond de cette science. Les médecins, sans très bien savoir ce qui se passait, en accumulant une certaine expérience, pouvaient savoir comment les choses allaient tourner. Et l'art de la médecine, pendant longtemps, consistait à s'attribuer le mérite des guérisons et, évidemment, à invoquer la fatalité et la providence quand les choses tournaient mal. Moi, on m'avait d'ailleurs appris ça. J'ai un de mes maîtres, je me souviens, quand j'étais externe, qui m'avait dit tout de suite, il ne faut jamais que tu donnes un diagnostic favorable. Quand tu es devant un patient, il faut toujours que tu dises que c'est grave, parce que si ça se termine mal, tu n'y pourras rien, et si ça se termine bien, tu seras un héros. Donc, il faut vraiment avoir conscience que cet enseignement a pendant très longtemps constitué le fond véritablement de ce qu'était l'action médicale. Donc, prévoir le pronostic et accompagner de cette manière des communautés en vivant parmi elles et en sachant accompagner, marquer un certain nombre d'événements qui aujourd'hui sont des événements médicalisés, mais qui à l'époque ne l'étaient pas forcément. Par exemple, la mort, tout simplement, la mort. Respecter la mort. Il y a dans Faulkner, il y a dans un des livres de Faulkner, comme ça, le portrait d'un médecin qui est très apprécié dans son comté, là, parce qu'il sait arriver trop tard. Oui. Et moi, je me souviens aussi que pendant ma première garde de médecine, la première fois que j'ai pris le BIP à la Salpêtrière, j'étais très jeune, j'ai passé le concours, j'avais 23 ans, un vieil interne m'a confié ce qu'on appelait le BIP, parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, pour pouvoir être appelé la nuit. Et il m'a donné ce conseil, il m'a dit, écoute, les urgences sont de l'autre côté de la cour, ta chambre là, ne t'habille pas trop vite. Ceux qui doivent mourir seront morts. Et on était dans les années 70, si vous voulez. Voilà. Donc, on en rit, mais finalement, quand on parle aujourd'hui d'acharnement thérapeutique, etc., il y avait là aussi quand même une sagesse, quelque chose qui venait de très très loin, qui était le reflet d'une impuissance, mais qui était aussi le reflet d'un respect profond, d'un certain nombre de rythmes de la vie qu'il fallait comprendre et qu'il fallait respecter. Donc la médecine, c'était ça, jusqu'à une période récente. Et puis la médecine, c'était un discours, c'était
il y avait une littérature médicale, c'était même le cœur. Pendant des siècles, la médecine c'était des textes, et on pourrait presque dire des textes sacrés. C'était Hippocrate, c'était Galien, c'était Vézal, c'était ça, et rien d'autre. Et ces textes qu'il fallait comprendre, qu'il fallait lire dans leur langue, éventuellement leur langue d'origine, ces textes faisaient obstacle même à l'évidence d'un certain nombre de choses. Par exemple, le professeur Loïc Capron vient de faire un très très gros travail sur un médecin de Paris du XVIIe siècle qui s'appelait Guy Patin, qui a écrit une très très belle correspondance avec des centaines de lettres qui sont toutes très, très intéressantes. Et Patin était quelqu'un qui exerçait la médecine au pied de la lettre, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire qu'il respectait à ce point les textes de ces auteurs, on pourrait dire presque sacrés, mythiques, mythologiques, qu'il niait par exemple la circulation du sang. La circulation du sang n'était pour lui pas possible parce qu'elle contredisait Galien, Vézal et Hippocrate. Voilà. Donc cette importance du discours et des textes, et cette dimension littéraire, quand la clinique au XIXe siècle est apparue, quand la médecine est devenue peu à peu aussi une science expérimentale, quand l'observation a été valorisée, quand des hommes comme Laennec, par exemple, ont commencé à décrire des maladies avec le recours à l'examen, c'est-à-dire en s'écartant des textes et en allant voir, en allant écouter, en allant entendre ce qui se passait en écoutant les poumons, etc., eh bien, ils ont utilisé eux-mêmes une langue magnifique, parce que quand vous lisez les descriptions, et moi je les ai encore apprises, mais je veux dire les souffles, le râle crépitant, tous les mots qu'utilise par exemple Laennec sont des mots magnifiques, le souffle tubaire, etc. C'est très intéressant. Et tout ça culmine avec la psychiatrie, et notamment la psychiatrie française, les phénoménologistes du 19e et du 20e siècle, notamment Henriet, qui ont écrit des textes absolument magnifiques. Bon, donc, moi, quand j'ai choisi la médecine, c'est vrai que je pensais trouver ça, l'engagement et la dimension littéraire. La dimension littéraire, je ne l'ai évidemment pas retrouvée du tout, parce que quand je suis arrivé en médecine, c'est la médecine, c'est devenu une science, et non plus forcément un art. Alors, quand je suis malade, je suis très content, parce que je préfère voir un scientifique qu'un poète, à vrai dire. Mais en ce qui me concerne, c'était un peu décevant, parce que cette dimension littéraire était absente, tout simplement. Et alors, on pouvait s'en contenter, à la retrouver un peu. Moi, j'ai passé l'internat en apprenant les maladies un peu comme des tragédies. Alors, il y avait encore des petits bouts, c'était amusant. Des petits, le coup de tonnerre dans un ciel serein, vous savez, la péritonite, c'était pas mal, des choses comme ça. On décrivait l'embolie pulmonaire du postpartum en disant « Cette femme se lève, pousse un cri et meurt ». C'était beau. Hein, il y avait le cancer du testicule, on disait « Après une période de légitime fierté, cet homme s'inquiète et consulte, etc. » Bref. Enfin, il y avait encore une dimension, sinon tragique, du moins un tout petit peu littéraire, mais grosso modo, elle avait quand même, dans l'ensemble, disparu. Et c'est vrai qu'il fallait la chercher ailleurs. Alors, moi, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que je suis arrivé dans une génération qui a rencontré une forme de médecine nouvelle, qui nous a mis en contact avec tout à fait autre chose. C'est-à-dire qu'au fond, ce que je pensais trouver en référence à mon grand-père, c'est-à-dire je pensais que ce qu'il avait vécu lui, les guerres, toutes les tourmentes politiques qu'il avait traversées, je pensais qu'elles viendraient à moi. Et en fait, j'ai vécu, et tant mieux, et vous aussi, et j'en suis heureux, mais dans un monde de paix. L'Europe a connu, moi je suis né après la Deuxième Guerre mondiale, et nous avons connu, jusqu'à maintenant, une longue période de paix. Ce qui fait que les guerres dont vous parlez, cher Antoine Compagnon, il faut aller les chercher ailleurs. C'est-à-dire que nous sommes, d'une certaine façon, nous étions protégés dans notre pratique, et si j'avais continué à travailler dans les hôpitaux comme je m'y ai destiné en commençant par
de cette manière, c'est-à-dire avec une médecine très, très classique. J'ai passé l'internat des hôpitaux de Paris, j'ai été ensuite chef de clinique, médecin des hôpitaux, etc. Au fond, je n'aurais jamais rencontré l'histoire avec un grand H, en tout cas quelque chose qui m'aurait mis en contact avec une sorte d'ailleurs à la fois humain et politique. Alors, cet ailleurs, moi je l'ai rencontré, au fond, j'en ai eu le pressentiment, un peu par hasard, et c'est souvent par hasard que les choses se font, mais avec mon service militaire. C'est bizarre, mais enfin, j'ai fait mon service militaire en coopération, c'était en Tunisie. Et vous savez comment sont les militaires, ils sont très précis, mais enfin, il arrive qu'ils se trompent. Et moi, j'avais demandé à être en neurologie, puisque j'étais neurologue, moi, et on m'a mis dans une maternité. Ce qui fait que j'ai fait des accouchements pendant tout mon service militaire, ce que je ne m'attendais pas à faire, bien entendu, en Tunisie. Et ça a été un moment très, très fondateur pour moi, parce que j'étais à Sousse, dans un hôpital qui était par ailleurs assez bien équipé, mais qui, pour ce qui concernait la maternité, était très, très en retard. Et nous n'avions pratiquement pas de moyens. Pour dire, au mois de septembre, le contingent, enfin notre quota de gants, par exemple, était arrivé à échéance. Donc on faisait des accouchements, on traitait des fausses couches, etc., de femmes qui arrivaient jaunes comme des coings avec des hépatites virales à main nue. Bon. Donc, pas d'anesthésie, enfin, une situation extrêmement violente, si vous voulez. Alors ça s'est beaucoup amélioré, mais c'était une épreuve, personnelle très très forte, mais qui a eu pour moi le mérite de me faire changer complètement d'idée sur ce que je voyais, ce que je faisais. C'est-à-dire que jusque-là, j'étais un étudiant en médecine classique. Pour moi, l'être humain était une sorte d'entité abstraite, au fond la même partout. Il y avait l'humain, l'être humain, voilà. Et sur cet être humain apparaissaient des maladies qui, elles, étaient différentes. Et mon métier consistait à les différencier. Qu'est-ce que vous avez comme maladie? Celle-ci n'est pas égale à celle-là, etc. C'est ça mon métier. Et quand j'ai eu cette expérience en Tunisie, au fond, les choses se sont inversées. Je me suis rendu compte que peu ou prou, les maladies étaient à peu près les mêmes partout. Bon, il y a des différences, il y a une topographie des maladies, mais enfin, en gros, la médecine est la même partout. Quand vous êtes formé à la médecine, vous pouvez la pratiquer n'importe où. Mais qu'en revanche, ce qui change, c'est l'humain. Et que portent ces maladies des personnes, des êtres particuliers. Vous me direz que c'était une évidence, mais elle ne nous est pas donnée forcément quand on fait ces études. Et là, je l'ai conçu nettement à travers cette expérience dramatique. C'est-à-dire que c'est l'être que vous avez devant vous, cette personne, qui va, d'une certaine façon, se différencier, qui ne sera jamais semblable à une autre et qui, elle, constitue une sorte de richesse qui, derrière l'écran de ces maladies, constitue peut-être la chose la plus intéressante dans le contact médical. Et cette personne individuelle s'accompagne aussi de sa personnalité politique, du groupe dans lequel elle est, de sa culture. Donc, je suis revenu de là en ayant cette passion nouvelle, si vous voulez, non plus seulement pour la médecine comme technique, mais pour l'accès qu'elle pouvait donner au monde et aux autres. Et la grande chance, et au fond le hasard, parce que les choses se sont faites comme ça, c'est qu'à cette époque-là commençait un mouvement qui était ces ONG que vous avez citées. Bon, la première, le plus célèbre étant Médecins sans frontières, mais au fond, c'était quoi? C'était une période très particulière de l'histoire, dans laquelle, au fond, on était en période de guerre froide, donc les États étaient extrêmement paralysés dans leurs actions. On ne pouvait pas envoyer des militaires ou des secouristes officiels ou des pompiers, que sais-je, dans des maquis où il y avait des conflits, etc. Ça aurait été beaucoup trop dangereux. Il y avait une sorte d'équilibre qui faisait que chacun ne bougeait ni pied ni patte, finalement. Et au fond, dans cette période de la fin des années 70, se sont multipliées des guerres qu'on a appelées des conflits de basse intensité, qui étaient des guerres
au fond, une espèce de sous-produit de la guerre froide, hein, que ce soit dans la Corne de l'Afrique, après la révolution éthiopienne, en Somalie, en Érythrée, que ce soit en Amérique centrale, au Nicaragua, etc., que ce soit en Afghanistan, que ce soit chez les Khmers rouges et à la frontière de la Thaïlande et du Cambodge, etc. Donc des petites guerres, entre guillemets, qui militairement étaient au fond peu significatives, avec des moyens très, très peu importants. Hein. Il n'y avait pas d'aviation, pas de marine, rien du tout. Des petites guerres en termes de violence, mais des effets humains considérables, avec des dizaines, voire des centaines de milliers, voire des millions parfois de réfugiés qui pouvaient être la conséquence de ces guerres, et dont personne ne s'occupait. Voilà. Médecins sans frontières était né en 1971 au Biafra, d'une guerre très particulière. Hein. Vous savez que cette guerre du Biafra était très très spéciale, parce qu'au fond, c'est une guerre que personne n'avait vraiment vu venir, que personne ne savait lire vraiment, puisqu'elle ne pouvait pas se lire dans les catégories ni de la décolonisation, ni de la guerre froide. Bon, c'était l'éclatement, ou la menace d'éclatement, d'un pays nouvellement indépendant. Et c'est là que s'est créée cette initiative, hein, qui a été créée, au fond, dans un vide. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la petite île de Fernando Po, qu'on appelait Fernando Po autrefois, qui s'appelle Malabo aujourd'hui, qui est la Guinée équatoriale, et que vous regardez les côtes de Guinée de l'autre côté du Golfe, là, vous voyez le Biafra, vous le voyez. Bon. Il y avait donc sur cette île des avions, il y avait tous les éléments de secours possibles et imaginables. De l'autre côté du bras de mer, il y avait des gens, et des enfants en particulier, qui mouraient de faim, et personne ne pouvait y aller. Les avions ne pouvaient pas décoller, parce qu'ils n'avaient pas le droit. Parce que ce droit international humanitaire qui avait été créé par Henri Dunant à Solferino et par la première Convention de Genève en 1961 supposait l'adhésion des États, et que quand elle n'était pas acquise, eh bien, personne ne pouvait y aller. Donc était née à ce moment-là, 1970, était née une autre forme d'action qui consistait à dire, eh bien, nous agirons en violation éventuellement du droit, et en ayant comme seul guide finalement notre propre conscience. Et nous irons là où on n'a pas le droit forcément d'aller, mais là où une forme de justice, qui n'est pas la même chose que le droit, nous appelle. Et donc, cette association qui avait été créée donc, en 1971, moi je l'ai rejointe un peu plus tard, et je l'ai rejointe à un moment où, effectivement, tous ces conflits dits de basse intensité nous avaient donné de très nombreuses occasions et possibilités et nécessités d'agir. Donc, finalement, j'ai retrouvé là l'engagement de mon grand-père, qui n'était pas du tout le même, mais finalement, chaque époque a le sien. J'aurais été à l'époque de Paul-Louis Courrier, j'aurais peut-être été artilleur aussi, je ne sais pas, soldat de l'an 2, je ne sais pas. En tout cas, pour ma génération, l'engagement, la forme de l'action, et en particulier pour un médecin, c'était celle-là. Et c'est évidemment quelque chose qui nous a permis d'élargir considérablement l'expérience qui était la nôtre, puisque sortant des hôpitaux, sortant des salles hyper technicisées des hôpitaux de Paris, et Dieu sait que je les respecte et que j'ai conservé beaucoup d'amis dans ces carrières, et qui, eux, heureusement, sont restés fidèles à ces carrières. Mais moi, j'ai emprunté d'autres chemins, et j'ai rencontré, grâce à cela, une autre forme aussi de médecine, et donc d'humanité. Et c'est là où, si vous voulez, la dimension médicale, littéraire, celle que j'avais pressentie, m'est apparue comme nécessaire, en tout cas comme une sorte de complément. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas seulement pour moi d'agir, de faire, d'être quelque part, mais aussi de pouvoir le partager. Voilà. Et j'ai essayé d'entrer dans une forme de création qui permettait d'écrire, ou en tout cas de décrire ce que j'avais pu voir. Et donc, je suis revenu vers cet appel qui avait été le mien tout au début, vers cette dimension littéraire de la médecine, sauf que entre-temps, évidemment, eh bien, j'avais acquis beaucoup de choses, sauf ça.
sauf ça, c'est-à-dire que comment exprimer tout ça, avec quels mots, avec quelle culture, etc. Et c'est là, bon, je voulais m'étendre un peu plus, mais compte tenu que j'ai compris un peu tard que le sujet de votre cours était centré autour de l'histoire de guerre, je n'ai pas voulu trop parler de ça, mais c'est vrai que les médecins en littérature ont une place très particulière et je dirais même très difficile, parce que à la fois nous sommes poussés par l'expérience qui est la nôtre à essayer de mobiliser tout ce que nous avons vécu, parce que la médecine est un extraordinaire balcon sur le monde, finalement, et sur une époque, sur une société, voire d'autres sociétés, d'autres mondes. Et en même temps, il y a des difficultés pour y parvenir. Et ces difficultés sont de plusieurs ordres. Je voudrais les aborder rapidement pour essayer de justifier peut-être un peu les choix qui ont été miens, mais aussi les problèmes généraux que tous les médecins rencontrent finalement quand ils vont être amenés à essayer de partager ce qu'ils veulent dire. La première difficulté, c'est la question de la culture. Je pense que nous avons le sens, la conscience, quand je dis nous, les médecins ont la conscience qu'ils ne sont plus des intellectuels. En tout cas, des intellectuels au sens d'une culture générale. Lorsque d'autres, choisissant d'autres études, lisent La recherche du temps perdu ou les essais de Montaigne, nous apprenons les collatérales de l'artère, machin chouette, etc. Autrement dit, nous passons l'essentiel de notre temps de formation, je veux dire, dans l'acquisition d'un savoir qui est un savoir qui aujourd'hui se situe à l'écart de la culture, et en particulier de la culture littéraire. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, malgré tout ce que j'ai pu faire par la suite, ma terreur, c'est de me trouver à dîner à côté d'Antoine Compagnon qui va me demander si j'ai lu telle ou telle chose, et en général, non. Et mon inculture, les trous dans mon savoir vont évidemment apparaître à tel point que c'est même pas les trous qui apparaissent, il n'y a même plus rien. Alors, cet obstacle-là est un obstacle considérable. C'est-à-dire que nous ne nous sentons pas légitimes. En tout cas, moi, je ne me sentais pas légitime et je pense que je ne suis pas le seul. Donc, moi, j'ai commencé à écrire, quand j'ai voulu transmettre les choses que j'avais vécues, j'ai commencé à écrire des choses techniques, c'est-à-dire des essais, qui racontaient ce que j'avais vu, qui essayaient de le théoriser un petit peu. Et mes premiers livres ont été des essais sur l'humanitaire, sur les relations nord-sud, sur la question de développement, etc. C'est-à-dire, au fond, la transposition directe et un peu sèche, finalement, de ce que j'avais pu vivre. Et puis, comme j'avais complété mes études en faisant Sciences Po, m'avait pris gentiment, je faisais aussi des cours là-bas, j'avais un séminaire là-bas, et vous savez, comme les étudiants sont gentils, ils faisaient des exposés sur ces essais que je faisais, alors 2 parties, 2 sous-parties, vous voyez le genre. Et là, vous êtes catastrophé. Vous vous dites, mais au fond, il ne reste plus rien. C'est un squelette. C'est le squelette des idées qu'effectivement ils ont retenues. Mais au fond, est-ce que c'est ça que je voulais mettre dedans? Et bien non, ce que je voulais mettre, c'était des portraits, c'était des paysages, c'était des émotions, c'était des choses vivantes. Et ce qui, finalement, en ressort, c'est une structure abstraite, finalement, qui est celle des idées. C'est ça, les essais, quand même. Hein. Donc, une grande difficulté, et recourir au roman, c'est effectivement, pour un médecin, une épreuve absolument considérable. Ça l'est pour tout le monde, mais ça l'est en particulier pour nous, compte tenu de cette absence, en effet, de bagage, ou en tout cas cette réduction de notre bagage culturel. En même temps, il faut se dire, et je pense que c'est ce qui permet de surmonter ça, que cette ignorance, appelons les choses par leur nom, est aussi une force. Et je pense que les médecins qui ont créé des choses nouvelles, je pense à Céline en particulier, l'ont fait peut-être parce que, d'une certaine manière, ils n'étaient pas prisonniers d'un savoir très pesant ou très riche
dans lequel ils auraient été enfermés. Et moi, c'est un petit peu ce qui m'est arrivé. Comme j'ai commencé à écrire, je ne me compare pas à Céline, je vous rassure, mais quand j'ai commencé à écrire, au bout d'un moment, je me suis dit, mais après tout, tant pis. Bon, j'ignore des tas de choses, des tas d'auteurs que je n'ai pas lus, mais je vais écrire ce que j'aime lire, voilà. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai écrit avec des références assez simples, mais qui finalement étaient celles que j'aime, tout simplement. Et quand j'ai publié mon premier roman, qui s'appelait L'Abyssin, je me souviens qu'un critique que j'ai rejoint depuis, qui était Dominique Fernandez, avait dit « Mais comment ce type écrit comme si Proust n'avait jamais écrit de roman, Kafka non plus, Freud n'avait pas existé, etc. » Ben oui. Il faut faire peut-être de son ignorance, à un moment donné, une force, en se disant qu'il y a quelque chose de natif, pour ne pas dire de naïf, en tout cas, dans son expression, qui peut venir aussi de ce manque. Le deuxième obstacle, pour moi en tout cas, mais je crois pour tous les médecins, c'est une question un petit peu différente, qui est celle du serment d'Hippocrate. Lorsque nous terminons nos études, on scelle, j'allais dire, le coffre du savoir qui nous a été donné avec un serment que nous prêtons tous solennellement, auquel d'ailleurs souvent qu'on prête sans y penser trop. C'est souvent sur le moment quelque chose qui fait presque sourire, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais ça a été dit. Et ce serment nous dit que nous pourrons voir tout, nous pourrons savoir tout, que les patients nous ouvriront leur maison, leur cœur, leur corps, tout, que nous saurons tout, mais que nous aurons une obligation, qui est de ne jamais le révéler. Alors au moment où il s'agit d'écrire et où vous puisez dans vos souvenirs, et si vous ne voulez pas écrire des choses trop académiques, vous allez prendre vos émotions, vous allez prendre, je le disais tout à l'heure, les portraits des personnes que vous avez rencontrées. Au moment d'écrire ça, eh bien, ce serment introduit une sorte d'interdit très fort qui fait que je suis incapable, pour ce qui me concerne, et je pense que je ne suis pas le seul, d'écrire, par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui l'autofiction, c'est-à-dire des choses qui seraient directement inspirées d'une expérience immédiate, si vous voulez, et qu'il faut brouiller les pistes. Nous sommes condamnés, si vous nous voulons mettre de la vie dans nos écrits, à brouiller les pistes. Et pour brouiller les pistes, en ce qui me concerne, j'ai utilisé la distance, il faut une distance, la distance du temps. C'est-à-dire qu'au départ, les premiers livres que j'ai écrits, c'était des livres qui se situaient dans le temps. Ce n'était pas pour écrire des romans historiques, je n'aime pas les romans historiques. Je n'en lis pas, je trouve qu'ils sont généralement surchargés de détails, que souvent les gens qui écrivent des romans historiques, souvent vous noient sous des costumes et des machins qui font qu'on n'est pas du tout en phase avec les personnages qu'on a en face de soi et que tout est beaucoup trop carton-pâte, etc. Moi, j'ai écrit je pense que dans le roman historique, il faut vraiment que le roman prédomine et que l'histoire soit secondaire. L'histoire avec un grand H. C'est pour ça que j'utilise souvent des gens qui sont à moitié nus, parce que Rouge Brésil, ils sont arrivés avec des grands chapeaux, mais il faisait tellement chaud qu'au bout de 10 minutes, ils étaient en chemise et même pas, pour éliminer tout ça et pouvoir parler de ces personnages. Mais peu importe, il y a un décalage dans le temps. Moi, le premier roman que j'ai écrit, L'Abyssin, ça se passe donc, c'est l'histoire de la première ambassade française qui a été envoyée sous Louis XIV au Négus, c'est-à-dire à l'empereur d'Éthiopie. C'est une histoire inspirée d'un fait réel. C'était effectivement un médecin du Caire, un apothicaire un peu charlatan, enfin tout ça étant un peu pareil à l'époque, qui a été envoyé comme ambassadeur, comme émissaire en tout cas de Louis XIV auprès du Négus d'Éthiopie. Bien. Ça se passe au tournant du XVIIe et du XVIIIe siècle. Mais ce chemin qu'a fait Poncet, puisque c'est son nom, je l'ai fait aussi. Ma première mission pour Médecins sans frontières, je me souviens, c'était au départ de Khartoum, on est parti avec des camions, sur un camion, puisqu'on avait été
accueillis par la guérilla érythréenne. Ils sont venus nous chercher, on nous a mis, j'étais avec un autre médecin, on nous a mis dans une espèce de petite, comment dirais-je, de petite baraque. Il faisait une chaleur de bête à Kassala, là c'est vraiment le désert. Et puis on est venu nous chercher de nuit avec des camions dont les phares étaient bloqués, etc. Et on nous a fait monter. Et c'est là la première fois que je suis arrivé en Éthiopie, enfin dans ce bastion rocheux qu'est l'Éthiopie, puisque l'Érythrée à l'époque faisait encore partie de l'Éthiopie. C'est le chemin de Poncé, c'est le même chemin. Donc tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a senti, je l'ai senti aussi, et je pouvais le mettre. Mais c'est au XVIIe siècle, voilà. Et il se trouve que j'avais été entre-temps envoyé comme conseiller culturel et de coopération au Brésil, et que j'ai travaillé sous les ordres d'un consul, et que ce consul, je ne m'entendais pas tellement avec lui. Je n'aurais pas pu dire du mal de lui, pauvre homme, en tout cas de manière reconnaissable. En revanche, dans l'histoire de Poncé, il y avait un consul. Et ça se passe au XVIIe siècle. Donc là, allons-y. Et le décalage, le détour du temps, la distance permettent, je trouve, une grande liberté et justement permettent de s'affranchir de cet interdit. Enfin, un mot, avant peut-être pour conclure de dire un mot de ce livre, mais un mot sur le regard médical. Le regard médical et la littérature sont des arts du regard, en effet. La médecine et la littérature sont des arts du regard. Il y a dans la médecine, la première étape de l'examen clinique, c'est l'inspection. Moi, j'ai raconté dans un de mes livres, c'est une anecdote idiote, mais c'est ce professeur de médecine au lit du malade qui prend un verre d'urine et qui dit, donc il trempe le doigt et il dit le patient est diabétique. Et puis il passe le verre à son premier assistant, un jeune interne, qui prend le verre et qui passe à suivant, etc. Et tous, ils sont là. Puis le verre revient et le professeur de médecine dit « Vous ne m'avez pas bien observé. La médecine est un art d'observation. Si vous aviez bien regardé, vous auriez vu que j'ai trempé l'index, mais que j'ai sucé le médius. » Il y a dans la médecine ce premier temps d'observation qui est essentiel, l'inspection. Nous regardons. Et savoir regarder, savoir voir, c'est quelque chose qui fait vraiment, qui est le corps même de cette discipline. Alors, on pourrait penser que c'est une préparation à la littérature. Mais ça n'est pas le même regard. Car le regard médical est un regard qui émonde, qui désosse. Les patients viennent vous voir et vous racontent les choses avec beaucoup de détails. Ils vont vous dire, voilà, je suis docteur, alors voilà, vous comprenez, hier je suis descendu avec mon chien, j'habite au 4e, il faisait un peu frais, il y avait du vent, et puis alors, voilà, j'ai eu une douleur là, et puis alors je suis allé chez le boucher, vous savez que ce boucher est tellement gentil, machin, il fait des saucisses, j'ai pris des saucisses, maintenant il y avait des côtelettes, j'ai pris des côtelettes, etc. Après je suis revenu avec mon chien, puis j'avais des douleurs, puis alors ça s'est un peu étendu par là, puis j'étais un peu essoufflé, puis je suis remonté chez moi. Bon, vous écoutez tout ça, un peu accablé à vrai dire, vous jetez le chien, le boucher, les saucisses, et vous gardez la douleur dans la poitrine, l'extension dans le bras, l'essoufflement et l'essoufflement à l'effort. C'est tout. C'est ça qui vous intéresse. Et c'est ça que vous allez écrire sur votre observation, et c'est ça qui constitue véritablement le cœur de ce que vous allez raconter, et de ce sur quoi vous allez travailler, je veux dire. Le regard littéraire est totalement inverse. C'est un regard qui crée, j'allais dire, qui fait du lecteur la personne qui fait le diagnostic. C'est-à-dire que vous allez introduire tous ces détails. Vous n'allez pas dire « Madame Bovary est une hystérique », ce n'est pas la peine d'écrire tout le livre, après c'est fini. Vous allez écrire des choses qui vont petit à petit construire en creux l'essentiel. Mais cet essentiel, c'est le lecteur qui y parvient. Voilà. Alors, pour dire un mot de conclusion à partir de ce livre que vous avez bien voulu mentionner, à Checkpoint, il contredit un peu tout ce que je vous ai raconté.
C'est-à-dire qu'il se situe dans le présent et il se situe à partir d'une expérience presque directe. Alors, c'est aussi parce que c'est un de mes derniers livres, c'est-à-dire que c'est aussi parce qu'avec le temps, j'ai réussi maintenant à me défaire de ces questions justement du secret, etc., et à pouvoir mettre de la distance sans avoir nécessairement une distance historique, c'est-à-dire à pouvoir aussi parler des choses directement. Il se trouve que cette guerre de Bosnie, je l'ai vécue, et je l'ai vécue dans une position très particulière, puisque j'avais été conseiller du ministre de la Défense sur la question des opérations de maintien de la paix à ce moment-là. Donc j'ai été amené à aller beaucoup à Sarajevo et dans cette guerre de façon générale. Pourquoi j'ai éprouvé le besoin, 20 ans plus tard quand même, hein, de l'écrire et de les décrire? Parce que il m'a semblé que justement ce qu'on avait vécu dans cette guerre était une sorte de répétition générale de ce que nous vivions aujourd'hui, c'est-à-dire que cette guerre était probablement, en tout cas c'est un peu le sens du livre si vous voulez, a été probablement l'acte de décès, la fin d'une forme d'action qui était justement celle que j'avais beaucoup pratiquée dans l'humanitaire auparavant. Pourquoi de décès? Parce qu'il est apparu assez évident, et c'est ce que vivent les personnages dans ce livre, qu'à partir d'un certain degré de violence et de barbarie, la solution ne peut plus être uniquement d'apporter des couvertures, de la nourriture, etc. Et il y a une sorte de, si vous voulez, de contradiction entre la neutralité bienveillante de l'action humanitaire et parfois la nécessité d'intervenir brutalement lorsque les choses atteignent un certain degré d'horreur et de violence. Moi, j'ai souvent pensé à mon grand-père dans les camps de concentration. Il a passé 2 ans quand même à Buchenwald. Et en évoquant cette guerre des Balkans, je pensais à lui. Je me disais, au fond, voilà, il y a eu une longue parenthèse entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale, cette guerre du Biafra, et puis maintenant, pendant laquelle on revient à la même problématique. Mon grand-père, si on lui avait dit, quand il était au camp, si on lui avait dit, écoutez, les nazis vont rester au pouvoir, ils vont continuer à régner sur l'Europe, on ne va pas faire la guerre quand même, pas de violence. Mais en revanche, on vous apportera des couvertures, on vous apportera à manger, on vous apportera tout ça, etc. Ne craignez rien. Qu'est-ce qu'il aurait dit, mon grand-père? Il aurait dit non, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est la liberté. Ce que je veux, c'est la dignité. Je ne veux pas des couvertures. Je ne veux pas qu'on améliore mon quotidien. Et c'est exactement ce à quoi on est confronté aujourd'hui, dans une certaine forme de violence et de situation, et c'était le cas de la Bosnie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour dénouer une certaine impasse dans laquelle on se trouve d'un point de vue humanitaire, il n'est pas suffisant de faire uniquement une action de type humanitaire. Et tout le drame qui se noue dans cette affaire, c'est la prise de conscience par ces personnages, par ces héros, par ces jeunes gens qui sont dans ces camions, ces 2 camions hein, qui se poursuivent, bref, peu importe. Eh bien, c'est dans le huis clos roulant de ces camions qui vont progressivement s'apercevoir de l'impasse dans laquelle ils se trouvent. Et donc, oui, c'est une manière aussi d'écrire la guerre. C'est pas seulement une manière de la décrire. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi, pour moi, la fin d'une époque, puisque pendant une certaine époque, je me suis contenté de décrire, c'est-à-dire de transmettre uniquement des impressions, une connaissance de ces conflits, de ces civilisations, de ces guerres. Et là, avec ce livre, il s'agissait aussi peut-être de plaider pour une forme de changement, ce dont je me méfie toujours beaucoup en matière littéraire. Il ne s'agit pas de faire non plus de ces livres des instruments de propagande, mais peut-être d'instiller, à travers le changement de regard qu'ils permettent d'obtenir, l'idée qu'on pourrait faire autrement. Voilà. Ce qui fait que, et je m'arrête là, après ce long détour, finalement, pour moi, ces années d'imprévus, de choses que j'ai vécues et que je n'avais pas ni souhaité ni planifié,
qui ont nourri de vie à travers des expériences très différentes, notamment l'ambassade que j'ai été amené dont j'ai eu la responsabilité pendant 3 ans, qui était une de nos plus grosses ambassades dans un poste très difficile, plus l'humanitaire, etc. Finalement, tout cela m'a éloigné de la médecine au quotidien, la médecine clinique, mais d'une certaine façon, ces expériences, cet engagement et la possibilité qu'elle m'a donnée, qu'ils m'ont donné d'écrire et aussi de partager grâce à une forme de littérature qui vaut ce qu'elle vaut et qui est ce qu'elle est, mais qui en tout cas qui me permet de m'exprimer. Eh bien, ces deux choses, c'était un peu ce que je cherchais quand j'ai commencé ce métier, quand je l'ai choisi, et au fond, ce qui me permet de penser que j'ai été malgré tout fidèle à la vocation qui était la mienne quand j'ai voulu suivre mon grand-père. Merci. Merci beaucoup pour ce magnifique parcours que vous nous avez fait faire sur les rapports de la médecine et de la littérature et sur le moment que vous avez traversé. Je pensais, lorsque vous parliez au début, en vérité, vous insistiez avec raison sur le fait que la médecine était un art littéraire jusqu'à une date très récente. Par exemple, une chose très frappante, c'est qu'au Collège de France, depuis la création du Collège de France en 1530, la discipline qui a produit le plus grand nombre de professeurs, c'est la médecine. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont enseigné dans toutes les disciplines. Il n'y a jamais eu qu'un professeur de médecine un par un. Il y avait une chaire de médecine, mais il y avait des professeurs de médecine en grec. Pendant très longtemps, les chaires de grec étaient tenues par des médecins. Jusqu'au XIXe siècle, c'était des médecins qui tenaient les chaires de grec. Et les médecins qui ont tenu des chaires de mathématiques, ils tenaient toutes les chaires parce que c'était la discipline qui était la plus universelle de toutes, depuis la Renaissance, au moins jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et c'était très surprenant de constater que, bon, ici, la proportion de médecins est considérable. Évidemment, ça me fait penser aussi que lorsque j'étais jeune et que j'allais voir mon médecin, il y avait derrière son bureau une vitrine avec des vitres coulissantes. Et derrière cette vitrine, il y avait toute la collection de la Pléiade. Toute la collection de la Pléiade. Et... Ça ne veut pas dire qu'il les avait lus, Marc. Comment? Il ne les avait pas forcément lus, mais enfin... Oh. Bon, peut-être était-ce comme le président de la République qui met 3 Pléiades sur son bureau empilées, toujours. Mais je crois qu'il les a lus. Ah oui, certainement. Et que mon médecin les avait lus aussi. Mais c'était une image de ce médecin humaniste qui était encore, oui, la génération de votre grand-père. C'était cette proximité du médecin et de l'humaniste. Bon, puis je pense aussi, en vous écoutant dans le début, je pensais à Montaigne, puisque dans les essais de Montaigne, il y a des pages si intéressantes sur la médecine et les rapports de Montaigne difficiles avec les médecins, puisqu'il ne leur fait aucune confiance. Aucune confiance. Je pense qu'il avait raison. Comment? Il avait raison. Il a sans doute raison. Oui. Et Montaigne qui souffrait de la pierre, de coliques néphrétiques, pierre dans la vessie. Et donc, c'est ce qui a fait le tour de l'Europe pour essayer de trouver des cures qui pourraient dissoudre ces pierres sans trop de douleur. Mais pour Montaigne, il n'y avait qu'une seule forme de la médecine qui valait quelque chose à la Renaissance, c'était la chirurgie. Parce qu'au moins, il y avait là quelque chose qui existait, qui avait une réalité qui n'était pas
pas aussi, comment dire, peut-être pas aussi littéraire que les autres formes de la médecine. C'était la chirurgie, la seule médecine à laquelle il croyait. Alors bien sûr, vous avez évoqué cette scientificité de la médecine contemporaine, acquise depuis, acquise dans ce siècle-ci et même depuis la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est depuis lors que la médecine a changé. Et cette rupture à peu près totale avec la dimension littéraire ou discursive ou des humanités, avec un certain nombre de retours aujourd'hui, puisqu'on a réintroduit dans les facultés de médecine de la littérature, dans beaucoup d'endroits. Alors je ne sais pas très bien où ça en est en France, mais aux États-Unis, dans beaucoup d'universités, on a réintroduit ce qu'on appelle narrative medicine, ou des enseignements littéraires pour médecins en faculté de médecine qui font partie de la formation afin d'inciter à l'interprétation. Ce qu'on apprend dans la littérature, c'est ce que vous racontiez tout à l'heure. Écoutez le patient qui parle de son chien et des bouchées et des saucisses. Ça s'écoute pour être interprété. Et donc, je ne sais pas, peut-être avez-vous été sollicité dans le cadre de ce souci dans les facultés de médecine de retrouver une dimension plus humaine à travers la littérature. Et moi, m'est arrivé à Columbia d'être sollicité par la faculté de médecine pour justement aller lire avec des étudiants de médecine Proust, de lire avec eux. Et il y a tout un canon aujourd'hui, il y a tout un corpus pour cet enseignement littéraire destiné aux médecins, avec le canon est assez facile à faire, depuis La Montagne magique jusqu'à La recherche du temps perdu, et en passant par quelques autres livres qui auraient le pouvoir de rendre à une médecine excessivement scientifique une dimension humaine plus assurée. Oui, si je peux dire un mot là-dessus, moi effectivement j'ai été, surtout mes livres, notamment un que j'ai consacré justement à la médecine, qui s'appelait Un léopard sur le garrot, c'était tiré d'une phrase de Senghor, qui est utilisé pas mal dans certaines facultés parce qu'il raconte justement ce passage vers d'autres activités, puis surtout d'une médecine à une autre et d'une époque à une autre. Non, ce que je voudrais dire aussi, c'est que le rapport entre médecine et littérature aussi a changé au fil du temps. Alors, la médecine a été longtemps un sujet littéraire, notamment un sujet comique. Bon, et ça, pour des raisons qu'on a évoquées, puisque les médecins étaient tellement inefficaces que, voilà, enfin, c'est de Molière à Knock à Le Sage, dire les Morticoles de Léon Daudet, etc. La médecine est un sujet comique. Après, il y a la médecine comme technique qui fascine certains écrivains. Par exemple, le pied-beau de Madame Bovary ou la diphtérie du fils de Madame Arnould, Flaubert. Flaubert était fasciné par la médecine. Il avait des raisons, famille, de l'être. Mais au fond, ce qu'il racontait là était assez technique. Et jamais un médecin ne racontera les choses comme ça, parce qu'un médecin ne va pas raconter une maladie clinique. Ça n'a aucun sens. Enfin, disons, les signes cliniques d'une maladie, ça n'a aucun sens pour nous. C'est comme si, je sais pas, comme si un plombier décrivait une chaudière. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc, quand les médecins écrivent,
En général, ils écrivent, et il y en a eu, il y en a encore évidemment beaucoup, ils écrivent en général sur la relation, c'est-à-dire sur ce qu'ils... Alors, où ils écrivent des choses complètement différentes, comme Conan Doyle, par exemple, ou comme Littré, qui était médecin, bien sûr, où ils écrivent des choses qui touchent la relation, c'est-à-dire leur expérience. C'est Bulgakov, Journal d'un médecin de campagne, par exemple. Voilà. C'est aujourd'hui, je crois que vous allez recevoir Lydie Salver, qui est psychiatre, Martin Winkler, Antoine Sénanque, etc., qui écrivent des choses qui la maladie de Sac, par exemple, de Winkler, c'est vraiment le rapport. C'est ce qui se passe dans ce contact médical. Moi, j'appartiens un petit peu à une autre courant, si vous voulez, dans la mesure où, finalement, je n'écris pas du tout sur la médecine, quoi. À part le livre que j'ai consacré à ça, qui est un livre de souvenirs, d'une certaine façon, je n'ai fait ni de près ni de loin, je n'ai jamais écrit vraiment sur la médecine. Et en tout cas, je n'emprunte pas à la médecine des intrigues de mes livres. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai expliqué, j'appartiens donc à cette génération de l'humanitaire, et que donc ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus les relations entre les peuples, notamment, c'est la rencontre des civilisations, c'est la controverse théologique au Nouveau Monde dont vous avez fait mention à propos de Rouge Brésil, c'est-à-dire ces Français qui sont arrivés au XVIe siècle et qui ont découvert un Brésil dont ils ne soupçonnaient pas la richesse d'une certaine façon et qui se sont entretués, puisqu'ils ont pratiquement fait une répétition générale des guerres de religion 10 ans avant, dans une petite île de la baie de Rio, finalement. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça m'intéresse. Le premier contact donc, entre l'Éthiopie et l'Occident à travers cet ambassadeur dont je parlais tout à l'heure, qui tout à la fois a découvert ce pays et l'a refermé derrière lui, ça m'intéresse. Dans des registres plus contemporains, quand j'étais ambassadeur, j'ai écrit, pendant que j'étais là-bas, un livre qui s'appelait Katiba, qui était un peu le premier qui a été consacré à... C'est un roman à la question du fondamentalisme islamique au Sahara. Bon, et je l'avais, j'allais dire, sous le nez, puisque voilà, j'étais par nos services, etc. Nous étions vraiment de plein pied dans cette réalité, et je l'ai transformé pour en faire une fiction. Donc ça m'intéresse. Donc ce qui fait que moi, je n'écris pas du tout sur la médecine, et si j'ai mentionné ce parcours, c'était pour justement montrer comment j'en étais, d'une certaine manière, sorti, tout en lui restant fidèle. Vous voyez, la plupart des écrivains qui sont en même temps médecins, enfin beaucoup en tout cas, restent quand même liés à leur expérience. Mais c'est très vaste. Hein. Tchekhov était médecin. Aujourd'hui, vous avez Lobo Antunes, par exemple, le portugais, qui est médecin. Bon, tout ça, c'est très riche, c'est très vaste. Moi, je ne crois pas du tout à l'existence d'un ensemble cohérent qui serait des écrivains médecins. Je ne crois pas du tout que ça existe. De même que je ne crois pas qu'il y ait des écrivains diplomates. Il y a beaucoup de diplomates qui écrivent parce qu'ils ont du temps, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pas forcément... voilà. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un ensemble cohérent là qui existerait. Mais en revanche, il y a certaines difficultés communes que j'ai essayé d'évoquer. J'ai remarqué que dans votre propos, je crois que vous n'avez cité qu'un médecin, c'était Céline. Oui. Est-ce que je peux vous interroger sur ce rapport à Céline, ou pourquoi lui seul cité? Pourquoi? Mais parce que je pense que c'est celui qui, si vous voulez, a construit l'œuvre la plus originale. C'est-à-dire qu'il a... Je ne dis pas que les autres n'ont pas de valeur, mais il y a quelque chose chez Céline, d'ailleurs, de très dangereux pour ceux qui voudraient l'imiter ou le suivre. Je pense que tous ceux qui ont essayé d'écrire comme Céline, ça s'est généralement mal terminé. Mais justement parce que, au sein d'une expérience qui était la sienne, qui était très particulière, mais qui était quand même très fondamentalement médicale. Hein. C'est plus vrai dans Mort à crédit peut-être que dans la Recherche au bout de la nuit. Mais disons qu'il y a quand même quelque chose chez lui de très 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 profondément médical. Pour moi, Céline est un vrai médecin. C'est-à-dire un peu idiot de dire ça, parce que d'établir des catégories comme ça. Mais enfin, c'est pas quelqu'un qui a fait ses études ou parce que Musset aussi a fait des études de médecine qu'il n'a pas terminé. Mais enfin, je veux dire, on n'en voit pas la trace. Et pourtant, il a donné son nom à un signe, puisque la danse des carotides, là, l'insuffisance aortique, c'est le signe de Musset. Bon.
Mais ça, c'est comme patient, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas comme médecin. Donc tout ça, ce sont des gens qui ont touché la médecine. Léon Daudet, c'est pareil, il a fait des études, mais il a été recalé, etc. Bon, ce sont des gens qui ont touché la médecine, mais qui n'ont pas vraiment été marqués par ça. Céline, je pense qu'il n'y aurait pas Céline sans la médecine. C'est-à-dire qu'il procède vraiment de ça avec des choses qui sont profondément reconnaissables. Ce qui ne veut pas dire que j'épouse, évidemment, ni ses positions politiques, ni son parcours, etc. Mais il y a une sorte de génie créateur qui, chez lui, est né à l'épreuve de cette expérience particulière qu'était la médecine. Voilà. Ce qui n'est pas forcément vrai des autres. Mais peut-être qu'il y a quand même aussi un biais dans mon propos. En fait, j'en avais préparé d'autres. Je les ai peut-être sautés, hein, simplement. Mais je veux dire, j'aurais pu parler de Ségalen, par exemple, hein, qui était médecin aussi. Je ne l'ai pas mentionné. Donc, je n'ai pas une révérence particulière pour Céline. Mais je pense qu'il occupe une place considérable parmi ces écrivains qui sont devenus, ces médecins qui sont devenus écrivains. Oui, parce que dans l'œuvre de Céline, il y a une convergence de ce que vous avez appelé regard médical et regard littéraire. S'ils peuvent s'opposer, comme vous l'avez décrit, chez Céline, il y a une sorte d'enrichissement réciproque des deux regards sur les hommes et sur le monde. C'est vrai. Hélas. Non, parce que c'est un peu... Voilà. Mais il y a aussi quelque chose de profondément, je dirais pas désespéré, mais je pense que l'épreuve que constitue l'exercice quotidien de la médecine, notamment dans les conditions où était Céline, mais pas seulement, partout, est quelque chose qui forge quand même un regard dur sur l'humanité. Il se trouve que moi, j'ai fait un choix différent. Quand j'ai écrit, j'ai fait le choix de m'évader. J'ai fait le choix de prendre des héros solaires. Alors, ce qui m'a totalement disqualifié, d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, il faut des héros tragiques, mélancoliques, romantiques, ce que vous voulez. Moi, ce que j'aime, j'aime les héros mozartiens. J'aime les gens qui traversent des difficultés considérables de la vie, mais en conservant cette espèce de bonheur picaresque, si vous voulez, un peu d'humour, voilà, le côté solaire, voilà. Et peut-être parce que face à l'agression que représente l'exercice de ce métier, chacun réagit à sa manière. Certains vont aller dans la noirceur, vont aller vers la noirceur, vont aller vont être nourris de ces comme Céline. Enfin, je veux dire, vont faire de leur vision du monde une vision très très pessimiste, très noire, et finalement dans laquelle la souffrance finalement nourrit une forme presque de haine de l'autre, de haine fraternelle. C'est qui est paradoxal d'ailleurs. Moi, j'ai pris une toute autre voie et beaucoup plus modeste d'une certaine façon, qui était, ne sachant pas d'ailleurs que je ferais une carrière là-dedans. J'ai commencé à écrire des livres sans penser en faire un jour ce que c'est devenu, c'est-à-dire mon métier. J'ai écrit les livres qui m'ont permis de vivre, peut-être même de survivre d'une certaine façon. Le tout premier que j'ai écrit, c'était dans une période très difficile de ma vie, en traversant des épreuves vraiment à la fois professionnelles et personnelles autour de moi. Et j'ai fait le choix du bonheur, si vous voulez, voilà, qui est une idée neuve en Europe, mais qui reste, voilà. Et je sais que ça n'est pas le meilleur moyen d'occuper une place prépondérante, en tout cas aux yeux de la critique littéraire. Heureusement, vous êtes là, cher Antoine Compagnon. Mais pour le public, en revanche, j'ai établi un lien avec la majorité de mes lecteurs sur ce thème-là, qui est plutôt le thème de l'espoir et du bonheur, qui n'est pas forcément un thème médical. Vous voyez ? Dernière question. Lorsque j'avais fait le cours sur la guerre de 14, il y a quelques années, il m'était apparu que les meilleurs observateurs de la guerre, témoignages de la guerre, étaient dans le corps médical. Duhamel et d'autres, hein, que c'était la position véritablement privilégiée, qui n'était ni le front ni l'arrière. Et ça comprenait non seulement les médecins, hein, mais aussi les infirmiers, les brancardiers. Pensez aux écrivains américains, Hemingway, Dos Passos, tous ces écrivains américains qui ont écrit le mieux sur la guerre.
c'était depuis cette position d'intermédiaire le lieu de la vérité de la guerre, c'était la tente de l'infirmerie juste derrière le front. Donc oui, c'est la position la plus, comment dire, juste sur la guerre ou les guerres. Est-ce que vous diriez encore cela aujourd'hui, ou réflexion sur l'humanitaire, puisque c'est cette position-là aussi que vous avez pu occuper? Il y a un texte qui n'est pas un roman, il y a un texte qui, à mon avis, a changé complètement notre regard sur la guerre et qui fait qu'aujourd'hui, les regards, disons, techniques, héroïques, etc., sont un peu disqualifiés. Et seul aujourd'hui, le regard humain nous paraît légitime. C'est le livre d'Henri Dunant, je mentionnais tout à l'heure, Un souvenir de Solferino. Un souvenir de Solferino, qui est un très très beau texte, je vous recommande, est un texte qu'il a écrit à chaud, après s'être trouvé par hasard sur ce champ de bataille étrange qu'était Solferino. Enfin, il est arrivé d'ailleurs après la bataille, puisque c'était terminé, mais il voulait voir Napoléon III pour lui vendre son histoire de moulin là, au Maghreb. Bon, et il n'était pas médecin, mais il était dans une position qui l'a contraint à s'occuper des blessés, puisque la bataille était terminée, que cette bataille avait été épouvantablement meurtrière, qu'un orage avait noyé ensuite dans la boue tous les survivants, et que quand Dunant est arrivé, il a trouvé ce spectacle. Il a écrit ce livre. Et ce livre est très intéressant parce que, au fond, il y a eu des mémorialistes des batailles depuis toujours, Thucydide pour la guerre du Péloponnèse, Froissart pour la guerre de Cent Ans, etc., César pour la guerre des Gaules, qui écrivaient l'héroïsme, c'est-à-dire qui écrivaient la guerre au moment où elle se préparait et au moment où elle se déroulait. Et puis il s'en allait. Voilà. Et d'une certaine manière, Dunant a été le mémorialiste du jour d'après, c'est-à-dire qu'il est arrivé après. Il est arrivé après la bataille, au milieu des mourants, et il a inversé complètement la figure héroïque, c'est-à-dire que pour lui, le héros, pourtant le livre commence par des petites images, des petites scénettes héroïques, des dragons qui se jettent les uns sur les autres, qui vont ramasser un drapeau sous la mitraille, machin, etc. Mais après, il les suit dans leur agonie dans l'église, dans la cathédrale de Solferino, où les femmes du village, les femmes de Castiglione ou de Solferino, des villages alentours, vont s'occuper de ces blessés. Et finalement, il y a des scènes où l'inversion de l'héroïsme est très fascinante. Par exemple, on voit un vieux briscard qui arrive, qui entre dans cette cathédrale de Solferino, où il y a les blessés, les morts, là, ça sent mauvais, c'est l'horreur, etc. Et il fiche le camp, il vomit, il ne peut pas supporter ça. Lui, le héros, il ne peut pas. Alors que des jeunes filles de bonne famille, de la tête dévouent jour et nuit, etc. Il décrit des scènes absolument incroyables où il les décrit vraiment, où des chirurgiens coupent les jambes. Vous savez que pour couper une jambe, le baron Larrey, qui était doué, l'a coupé en 2 minutes. Mais bon, si la scie n'était pas trop affûtée, il fallait plus. Et alors, il y a la jeune fille de bonne famille qui tient la jambe, etc. C'est le cas de le dire. Et pendant ce temps-là, on la coupe. Bon, eh bien, ce livre a changé complètement notre regard sur la guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus voir la guerre sans voir l'après de la guerre. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, sur la guerre de 14, je suis persuadé, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Collier Rouge, qui va être, d'ailleurs le film va sortir le mois de mars, un film qui a été adapté, un grand film avec Jean Becker, tout ça, et avec, il s'appelle François Cluzet, tout ça, et un chien, puisque le héros est un chien. Donc j'ai un peu travaillé sur la guerre de 14, et c'est une guerre évidemment qui, comme tout le monde, me passionne. Il y a eu d'autres propos sur la guerre de 14, plus héroïques, plus militaires, plus tout ça, mais ils sont disqualifiés. Ce qui fait sans doute parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus voir la guerre en ignorant ses conséquences humaines. Ce qui fait qu'aujourd'hui, seuls les discours et les descriptions qui sont fondés sur une observation de la souffrance aussi sont considérés comme légitimes. Et du coup, les discours médicaux, forcément, sont les mieux placés puisque ce sont eux qui sont les premiers témoins et les plus importants de cette dimension de la guerre. Voilà. Donc, mais je pense que ça ne retire rien à la multiplicité des discours possibles sur la guerre. Simplement, nous sommes aujourd'hui entrés dans une époque où les autres propos sur la guerre ne sont plus recevables. Oui, assurément depuis la guerre de 14.
Écoutez, merci de votre venue. Je crois que vous nous avez bien passionné.